rencontres d'écrivains du CRILC. Bonsoir à tous et à tous. Ça me fait un grand plaisir de vous accueillir aussi ici, à la librairie Le Port de Tête, pour la dernière rencontre d'écrivains organisée par le CRILC cette année pour la saison 2018-2019. Cette année, le CRILC avait choisi comme sujet et comme thématique les littératures du Nord et des Premières Nations. Et c'est dans le cadre de cette thématique que nous avons l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir Joséphine Bacon. Alors, pour discuter avec elle, c'est moi-même, Hélène Détrempe. Je suis professeure de littérature québécoise et de questions interculturelles à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. Et je suis ici pour une année, donc on en profite. J'ai eu l'occasion de rencontrer Joséphine auparavant et c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir discuter avec elle ce soir. Joséphine Bacon, bien sûr, elle est connue comme poète, mais elle a été aussi cinéaste, elle a été des anthropologues, elle a été enseignante, elle a même été secrétaire apparemment. Elle a fait plein de choses, elle est également traductrice, mais pour nous, elle est d'abord et avant tout une poète. Et cette poète a publié, entre autres, comme œuvre, Bâton à message, qui est le premier, qui est paru en 2009, et dont c'est le 10e anniversaire cette année. Donc, c'est un peu, pour ça aussi, je me dis, ça tombe bien qu'elle soit là ce soir. Un thé dans la toundra, qui est paru en 2013. Il y a eu cet échange avec José Aclin, Nous sommes tous des sauvages. Et puis, le petit dernier, Ouiesh, quelque part, qui a été publié à l'automne dernier et qui est déjà finaliste pour le prix des libraires, ce qui est exceptionnel. Joséphine Bacon s'est méritée également de nombreux prix et distinctions que j'aimerais mentionner. Elle est entre autres compagne de l'Ordre des Arts du Québec, qui existe depuis 2015 et qui est un très, très grand honneur. Je veux dire, pour vous donner une idée, Marie-Claire Blais, ça fait pas tellement longtemps qu'elle est aussi membre, qu'elle est compagne de l'Ordre du Québec. Elle a reçu des doctorats honoris causa de l'Université Laval, un en anthropologie, entre autres. Elle a été nommée aussi à l'Ordre de Montréal. Elle s'est méritée le prix des lecteurs du marché pour Bâton à message. Elle a reçu le prix international Otsana, le prix italien pour les écrits en langue maternelle. Donc, parfois, c'est quelqu'un occitan, ça peut être quelqu'un d'une autre nationalité. Donc, ce sont tous autant de prix qui saluent l'excellence et surtout la très grande humanité, je dirais, des écrits de Joséphine Bacon. Alors, ce soir, je m'étais dit, Joséphine, elle accorde souvent des entrevues. La difficulté que j'ai eue, c'est de me dire, qu'est-ce qu'on pourrait raconter de neuf ce soir, qu'elle n'a pas encore dit à la presse, aux devoirs, aux différents professeurs. Et je me suis dit, on va fonctionner comme à deux temps. On dit souvent d'elle qu'elle a accompagné des gens, qu'elle est un mentor, entre autres pour Natacha Canépé-Fontaine, qu'elle encourage les jeunes à apprendre l'inou. D'ailleurs, je pense que parfois, tu rencontres des jeunes pour leur enseigner l'inuaïmoun. Et j'enseigne toujours. Tu l'enseignes toujours? Oui, mais à Kiona, à Odanak, j'enseigne l'inou à des Inuits. Est-ce que tu l'enseignes depuis quand tu enseignes à Odanak? Depuis septembre. Ah! C'est tout récent. Parce qu'elle a enseigné auparavant. C'est pas la première fois que tu enseignes. Tu as enseigné où auparavant? À l'Université de Montréal dans les années 70. Après ça, à Mshteouyat. Après ça, Montréal autochtone. Maintenant, à Odanak. À Odanak. C'est une belle initiative d'Odanak de t'avoir recruté pour enseigner l'inuianimun. Alors, je me suis dit, comme première partie, qu'on parlerait un peu, non pas comment elle est mentor, mais qui a été pour elle un mentor? Qui, à ses débuts, l'a aidée de multiples façons. Parce que, et elle va pouvoir nous le raconter elle-même, ça fait 50 ans maintenant que tu es à Montréal. Mm-hmm. Tu es arrivée à Montréal, tu étais jeune,
tu n'étais pas connu, tu n'avais pas commencé à écrire, loin de là. Et là, tu te ramasses en ville et tu fais quoi? Quand je suis arrivée à Montréal, Mhm. mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. J'ai cherché une job comme secrétaire. Mais c'est ça, parce que moi, je suis allée au pensionnat de 52 jusqu'en 66. Et puis, dans ces années-là, tu vois, les affaires indiennes pour les filles, on avait 3 choix de carrière. Soit tu faisais un cours de secrétariat, tu faisais un cours d'auxiliaire garde-malade, ou tu faisais ton cours d'école normale pour enseigner. Puis je me suis dit, moi, je vais faire un cours de secrétariat, ça a l'air facile. Alors, je suis allée étudier 2 ans à Québec pour être secrétaire. Puis après, quand on avait terminé, mais les affaires indiennes nous envoyaient à Ottawa, tu sais, au bureau des affaires indiennes pour qu'on apprenne à parler anglais aussi un peu. Et puis pour, tu sais, pour être initié, tu sais quoi, être une secrétaire. Quand tu étais à Ottawa, à ce moment-là, est-ce que Yves Thériault était au ministère des Affaires indiennes? À ce moment-là, non. Non, parce qu'il a été éventuellement. Ouais, non, il n'était pas... Aïe, mais quand je suis arrivée à Montréal, j'étais avec une autre Indienne, tu sais, Sylvia. Fait qu'on était un peu itinérante parce que c'était pas vrai. Tu trouves un job de secrétaire comme ça. Hein? On est revenu à Montréal et puis on se promenait. On était un peu itinérante à Montréal. Puis à un moment donné, on s'est ramassé à Place Bonaventure. Mais il y avait déjà des gens qui vendaient des trucs. Et puis... Là, on a rencontré Bernard Lapierre. C'est Bernard Assiniwi. Fait qu'il nous a engagés, moi et Sylvia. Sylvia dansait. Moi, je vendais de l'artisanat. Et tout ça, on était là de midi à minuit pour 3 piastres par jour. Là, il faut expliquer que ça, tu veux dire à Expo 67. Parce que Yves Thériault... Non, c'est pas Expo 67. C'était à Fantasia de Noël. À Fantasia de Noël? Oui. Parce que Bernard Assiniwi a été responsable avec Yves Thériault du pavillon des Indiens non, à l'Expo 67. Ah, c'est pas là? Okay. Non, je l'ai connu à Fantasia de Noël, à Place Bonaventure. Il dansait. Il dansait. Est-ce que tu te souviens en quelle année? En 68. En 68. Oui. Alors, tu as eu une première rencontre, mais elle n'était pas littéraire. 68. Non, c'est en 68. On est arrivé au mois de novembre, puis Fantasia de Noël, c'était pour les gens c'était comme aujourd'hui, là, des gens qui vendent des trucs là, pour offrir en cadeau. Un marché de Noël. Un marché de Noël, oui. C'est ça. Et après ça, qu'est-ce qui t'a amené éventuellement à travailler avec Sylvie Vincent? Quand est-ce que tu l'as rencontrée? Oh mon Dieu, tu sais, Sylvie Vincent est une anthropologue qui s'est beaucoup intéressée aux cultures inoues. Fin de parenthèse. Donc, après Fantasia de Noël, on a continué, moi et Sylvia, un peu notre itinérance. Puis les mois ont passé, mais on se tenait surtout, tu sais, proche d'ici, la rue Saint-Denis. Et puis, puis tranquillement, on se dirigeait vers l'ouest de Montréal. Et quand on est arrivé dans l'ouest de Montréal, c'est là qu'il y avait tous les Indiens. Il y avait des Cris, il y avait des Mohawks. Et puis, ils nous ont pris sur leur aile. Moi, je suis restée avec un Cri et puis une Ojibwe. Sylvia est restée avec une Ojibwe qui étudiait dans le temps pour être photographe. Puis aujourd'hui, tu vois, elle est connue, elle est connue comme artiste. Elle s'appelle Glenna Matouche. Mm-hmm. Puis moi, je restais chez Philippe et puis Anne-Marie travaillait à Radio-Canada. Voilà. Puis c'était comme ça. Et c'est eux qui t'ont mené vers Sylvie Vincent? Non. Écoute... Parce que tu es allée avec elle faire du terrain.
tu vois, il y avait Madeleine Lefebvre qui, elle, connaissait les 3 anthropologues pour lesquels j'ai travaillé, comme Rémi Savard, José Maillot et Sylvie Vincent. Et puis, Madeleine, elle avait fait du terrain au Labrador. Et puis, quand elle était revenue d'une de ses recherches, elle avait ramené un Innu du Labrador qui s'appelait Mathieu Matouche. Mathieu Rich. Parce qu'il s'appelle Matouche, son surnom. Mais Mathieu, il avait de la... Parce qu'au Labrador, les Inuits étaient encore très, très proches du nomadisme. Ils étaient beaucoup chasseurs-cueilleurs. Alors, pour lui, la ville de Montréal, c'était très, très difficile. Tu vois, il était pogné avec des murs tout le temps. Fait qu'il se tapait une dépression après l'autre jusqu'à temps qu'il s'en tape une bonne. Mais Anne-Marie puis Philippe connaissaient Madeleine, qui était de leurs amis. Puis c'est comme ça que j'ai connu Mathieu et Madeleine. Puis à un moment donné, quand Mathieu est tombé malade, ben là, les 4 anthropologues, il n'y avait plus personne pour transcrire les cassettes qu'ils ramenaient de leur recherche. Et puis comme j'ai connu Madeleine avec Philippe et Anne-Marie, bon, ben, puis ils savaient que je parlais Innu. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis le fait d'aller avec eux sur le terrain et d'écouter les anciens, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Toi qui avais été au pensionnat pendant tellement d'années. Écoute, ça c'est pas parti tout de suite comme ça, là. Mais j'ai transcrit beaucoup des cassettes que des 3 anthropologues avaient ramenées de leur recherche. Et puis un jour, Sylvie Vincent m'a demandé si je l'accompagnerais pas dans un des terrains qu'elle faisait en Natashquan. Et c'est comme ça que tout a commencé. Alors les vieux, au lieu de raconter à Sylvie qui ne comprenait rien, ben ils m'ont raconté à moi parce que je les comprenais. Et puis c'est comme ça, tu sais, puis en les écoutant, puis en les enregistrant, je me suis rendu compte que j'étais passée à côté de ma culture, aussi à cause des années de pensionnat. Donc, au pensionnat, on était là de septembre jusqu'à la mi-juin. Donc, tu sais, puis c'est tous ces mois-là que j'aurais dû être à l'intérieur des terres, dans le Nojmut, à apprendre les mythes fondateurs, à tout apprendre finalement ce que c'est d'être un vrai Innu. Ben, je l'ai appris parce que j'ai finalement pu tout me reprendre ce que j'avais pas appris pendant toutes ces années de pensionnat. Parce que j'étais là, puis je pouvais poser toutes les questions que je voulais à tous ces vieux et ces vieilles qui me racontaient. Donc, et surtout, ce qui était extraordinaire, c'est parce que la façon que les vieux et les vieilles parlaient, ils parlaient Innu, moi je parlais Innu, mais ils parlaient un autre Innu, l'Innu de la mouvance, l'Innu de l'intérieur des terres. Parce que quand tu es nomade, chasseur-cueilleur, tu sais, tu vis pas de la même façon que quand tu es au pensionnat face à des murs tout le temps. Là, tu vois, tu vois loin. Donc, le vocabulaire est comme ce qu'on faisait, toutes les actions qu'on posait n'étaient pas les mêmes que ce qu'on faisait au pensionnat. Donc, c'est tous ces mots-là que j'ai pu réapprendre. Donc, c'est comme si je parlais des vieux, j'ai fini par les comprendre quand ils racontaient. Est-ce que c'est à ce moment-là que ton chemin a croisé celui d'Anantan Kapesh, éventuellement? Mais Madame Kapesh, elle, je l'ai connue avec José. Avec José, parce que José faisait du terrain, elle, à Shefferville. Puis Kapesh a resté là, à Shefferville. Puis c'est comme ça que je l'ai connue puis José, puis elle écrivait dans sa langue. Est-ce qu'elle avait déjà à ce moment-là publié « Je suis une montée de sauvagesse » ? Non, pas encore. Non, pas encore.
Mais elle a Fait écrit que- des contes pour enfants, ça je le sais. Après, en après ouais. elle a commencé par écrire Je suis une maudite sauvagesse. Après ça, elle a écrit Qu'as-tu fait de mon pays? Après ça, elle a écrit des petits contes. Ça a été la première écrivaine, et puis la première qui a écrit dans sa langue. Et puis c'est José qui la traduisait. Parce que José parlait couramment l'Inuaimon. Il parlait Elle, couramment. elle le parle toujours, d'ailleurs, là. Est-ce que ça te donnait déjà à l'époque, peut-être qu'un jour tu écrirais, à voir ce qu'elle écrivait, à la voir écrire, elle? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, vraiment pas. Tu n'avais pas encore la bébite, si je peux passer. Ça, c'est un jeu de mots parce que c'est son surnom. Elle Non, n'était non, pas encore non, la bébite. Non, j'étais plus intéressée à transcrire et à traduire ce que les vieux racontaient. Ça, au moins, ça me donnait... C'est comme si c'est comme toutes les années de pensionnat. Au moins, là, je les vivais, mais à travers les récits des aînés. Ces récits des aînés, tu en parles souvent. Tu dis combien c'est important pour toi. Je vais peut-être citer un de tes livres, Bâton à message, un instant, où tu dis « Les anciens marchaient sans cesse. Ils tiraient leurs traîneaux sur la neige et quand elle fondait, ils naviguaient. J'ai perdu la trace de leur passage vers la terre dénudée, sans guide pour m'orienter. » Et ce séjour avec les anthropologues t'a peut-être aidé un peu à retrouver cette parole Ben oui, qu'ils parce avaient. que tu sais, quand on parle les mots qu'eux autres parlaient, c'est comme si tu vivais leur récit. C'est comme si j'étais avec eux autres. Dans le récit qu'ils me racontaient, je les accompagnais. C'est comme si, tu sais, si j'étais là moi-même, parce que les Noaimoun, là, c'est... Comment dire, les Noaimoun, c'est une langue pleine d'images. D'ailleurs, tu écris Donc, par image. quand ils racontaient, j'étais avec eux à l'intérieur des terres, j'étais avec eux quand ils partaient chasser ou quand ils faisaient des chasses communautaires. C'est comme si j'avais été là avec eux autres parce qu'ils me racontaient tellement bien. Et puis, ils aimaient me raconter parce qu'ils voyaient que j'étais intéressée par tout leur dire. Donc, c'est ça. Tu avais un intérêt particulier, c'est certain. Ben écoute, ça a été toute ma vie. C'est clair. Dans ton dernier recueil, Ouyesh quelque part, tu dis dans le prologue « J'appartiens à la race des aînés. Je veux être poète de tradition orale, parler comme les anciens, les vrais nomades. Je n'ai pas marché, Nuchimit, la terre. » Donc, en dépit le fait de ne pas l'avoir marché, tu peux partager quand même cette connaissance orale. Et la question que je voulais te poser, c'est que tu la mentionnes souvent dans tes recueils, dans les entrevues, mais est-ce qu'il y a des aspects particuliers de cette tradition que tu pourrais nous expliquer, à nous qui ne la connaissons pas, des aspects qui te reviennent, des images, des expressions, des choses? Puis, il y en a une qui me vient, entre autres, dont tu parles pas, mais qui revient dans tes entrevues, le rire, entre autres, l'humour que vous avez, et qui n'est pas dans tes écrits, mais dont tout le monde témoigne à l'extérieur des écrits. Ben écoute, c'est un mode de survie, le rire. Moi, je trouve, si on n'avait pas eu le rire, on aurait été bien triste. C'est surtout dans des temps où la vie était dure. Tu sais, parce que, tu sais, moi, il y avait la vieille Marie-Louise, tu sais, à Notorquan. Une fois, je passais sur la rue, puis elle était bien accroupie à côté de son un fumoir Oui. à saumon. Puis elle était en train de tricoter. Elle devait avoir été déjà très vieille. Fait que je suis allée m'asseoir avec elle. Puis là, je la regardais, puis j'ai dit, non, comme j'ai dit, t'échappes des mailles. Ah, puis elle était en train de tricoter des bas. Ah, elle dit, c'est pas grave. Elle dit, la personne qui va porter mes bas va avoir les pieds bien au chaud. Puis là, je la regardais, puis puis on n'arrêtait pas de rire. Et puis là, à un moment donné, tu sais, je la regardais bien assise dehors. Puis là, je lui ai demandé, j'ai dit, non, comme j'ai dit ici, là, j'ai dit, t'as l'eau courante, t'as du chauffeur, t'as pas besoin de faire tout ce qui est...
qu'elle faisait quand elle était à l'intérieur des terres, n'a pas besoin de chasser, tout ça. Tout était là, tout était déjà tout prêt. Mais j'ai dit, si tu avais à choisir, j'ai dit, laquelle des deux vies tu choisirais? Elle a dit, n'importe quand. Elle dit, je retournerai à l'intérieur des terres. Pour elle, ça, c'était la vraie vie. C'était ça. C'est ça, cet horizon dont tu parles parfois. Ben oui. Même quand tu es assis au parc Molson, parce qu'en fait, on a juste ça en commun. Moi, je suis pas une poète, puis je sais pas son talent, mais j'habite dans le même quartier. Et je vais souvent donc dans ce parc, dans ce beau parc Molson, où je me dis, c'est vrai que le seul horizon, c'est quand on regarde en haut. Mais toi, dans ta tête, tu rentres, puis tu vois un autre horizon. Ben oui. Parce que c'est vrai, ça fait 50 ans que j'habite Montréal, mais j'ai beau avoir habité 50 ans Montréal, mais j'ai tellement transcrit et traduit que j'ai vécu autant dans l'intérieur des terres parce que je l'ai tellement écouté, je l'ai tellement écouté, transcrit et traduit. C'est comme si, tu sais, toute ma vie s'était passée de majeure partie dans les récits des vieux, des vieilles. C'est comme si ton imaginaire, en fait, était aussi vivant que ta vie de tous les jours, là. Ouais. J'ai une question à te poser. Tu dis à propos de Ouyesh, ton dernier recueil, que c'est un recueil urbain. Je l'ai lu. Je suis d'accord, tu dis une fois Parc Monson, puis une fois rue Bélanger. Mais à part ça, je trouve pas que c'est tellement urbain, si je peux me permettre. Tu y parles surtout de l'ailleurs. Tu y parles surtout de notre humide. Je parle aussi. Mais je peux pas te parler que de la ville, parce que, tu sais, malgré que je sois ici avec vous ce soir dans une librairie, tu sais, quand il y a quelqu'un qui me parle, tu sais, de parler de ces recueils, moi, en parlant, tu sais, je retourne dans l'intérieur des terres. C'est là où je suis le mieux. Mais en fait, c'est surtout ça. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est urbain? Parce qu'en fait, je trouve que c'est dans la suite de tes écrits, mais c'est finalement mais peu urbain. Je peux pas. C'est quand même la volée d'Outarde là, que j'ai vue en décembre. C'était en ville, C'était en ville. Puis quand j'ai rencontré... Veux-tu lire l'extrait pour me montrer? Puis quand j'ai rencontré aussi l'Outarde, tu sais, qui était sur un toit et moi, j'étais sur un balcon. Mais on était en ville tous les deux. Hein, ben perdu en plus. L'Outarde et toi. L'Outarde et moi. Attends. OK. Je peux lire en Innu d'abord? Okay. Oui, absolument. Ich croyais pihamus onuitmatntatan. Tjekna peten muska bedma. Awententen naskat minot. Namnuenten tabuyu abmogo. Nyam atam khaguyan. Min kotagat nuabmot pempnet nakasenten. Manegas kastabako. Witaganote jihuayantawat. Maho nakohpanentamon. Nto yehuten ehajihagat. Fin décembre, je suis dehors, un son que je reconnais. Mon regard se tourne vers le ciel. Une volée d'outarde. Heureuse, je suis gâtée. Une autre volée d'outarde. Je suis envahie de tristesse. Les nuits sont longues. Une tempête s'annonce. Mon inquiétude. Le climat trompe le temps. C'est beau. Oui, on a le goût d'applaudir. Allons-y. Ben non. Ben non. Puis celui-là, un jour, j'étais invitée
Dans l'Ouest canadien, mais c'est quelque part, par là. Et puis, c'était le dimanche, puis j'allais prendre mon avion. Et puis, j'habitais un hôtel où il y avait un balcon, tu sais, pour les gens, j'imagine, qui fument. Alors, comme je m'étais levée très tôt, alors je suis allée sur le balcon. Puis, en face de moi se trouvait une outarde. Tu sais, puis on se regardait tous les deux. Puis là, c'était... mais là, c'était moins pire parce que c'est le printemps, donc il devait se diriger plus vers le nord. Fait que là, il avait l'air complètement perdu. Puis moi, dans cette ville-là, je me sentais un peu perdue aussi. Et puis, je me suis mis à lui parler. Et puis, tu sais, en disant, si elle était là sur le toit tu sais, sur une toiture, c'est parce qu'il avait perdu sa gang. Hein? Puis moi aussi, je me sentais perdue. Puis je me suis mis à lui parler, puis j'ai dit, il faudrait qu'il essaye de retrouver sa gang. Puis j'ai dit, moi aussi, je pars ce matin. J'ai dit, retrouver les miennes. J'ai dit, toi, tu as tes ailes. Moi, j'ai dit, j'ai des ailes de fer pour les retrouver. Et puis, là, je vais vous lire le poème qu'il m'a inspiré. Nashk, Chilnokum, Tzitabman, Tonahan, Miamnin, Utenate Tayan, Abobetman Hibu Epmokot. Grand-mère outarde, tu me regardes, je te regarde, tu es perdu, pareil à moi quand je suis dans la ville. Je n'entends plus la rivière. C'est touchant. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et puis tout ça, c'est en ville. Tout ça, c'était en ville. D'accord. Alors, je vais ravaler ce que j'ai dit. C'est un recueil urbain. Maintenant, il y a une autre différence avec ce recueil. C'est apparemment, tu as écrit certains de ces poèmes en français d'abord. Oui. Ce qui est l'exception, parce que d'habitude, tu écris d'abord en inou. C'est la première question. La deuxième qui va un peu avec... En français, les différences de genre sont sexuées. Féminin, masculin, mais en inou, c'est animé, inanimé. Voilà. Comment est-ce que tu fais le transfert de réalité? Parce que ça découpe ta réalité différemment aussi quand tu penses puis quand tu écris. Alors, penser en français puis penser en inou découpe tes choses tu vois, différemment. Mais ça, c'est bien simple. Tu vois, quand j'écris en inou, là, c'est facile pour moi. J'ai pas à penser à accorder si c'est féminin ou si c'est masculin. Comme en français, mais tout ce que je sais, c'est qu'en inou, ça me vient plus naturellement. Et surtout, quand je parle de la terre, quand je parle des vents, quand je parle des rivières, du lichen, tu vois, il faut juste que je connaisse le mot. Il faut que je sache que le verbe que j'utilise est je le vois. Alors, après ça, quand je l'écris en français, alors il faut... Tu sais, ce que j'ai écrit en inou, tout ce que j'ai vu en l'écrivant, ben j'essaie de le raconter en français pour que les gens voient un peu ce que moi je vis, ce qui m'a été raconté. C'est ça, c'est pas une traduction. Pour une traduction, c'est un partage. C'est un partage. Je pense. Tu parles de partage au cours de ta carrière. Tu n'as pas écrit que tes recueils. Tu as fait aussi, par exemple, avec José Aquin, je l'ai mentionné, Nous sommes tous des sauvages. Histoire, ça. Alors, tu as fait plusieurs collaborations. Tu en as fait une avec Chloé Sainte-Marie aussi, par exemple. Mais ça, tu vois, ça, c'est les... Ça, pour ceux qui écoutent, c'est Nous sommes tous des sauvages. Mais tu vois, ce qui est arrivé, c'est parce que j'ai continué une aventure. Est-ce que tu veux nous parler d'Amititao? Amititao, parce que moi, j'ai jamais pensé que j'écrirais de la poésie. C'est vraiment arrivé de façon
accidentelle, c'est que j'ai une amie qui s'appelle Laure Morali, et puis que tu sais qui est bretonne et qui est une très grande poète aussi. Elle écrit de la très belle poésie. Et puis elle a été adoptée un peu par les Inuits des Kwandit de Mingan depuis qu'elle est toute jeune, qu'elle va là-bas. Donc, et puis un jour que j'allais à Mingan, à Kwandit, j'étais avec la femme de Bruno Roy, qui lui aussi est un poète, était poète. Tu sais, Bruno Roy, je sais pas, c'est celui-là qui a été orphelin du Plessis, puis qui s'est beaucoup battu pour eux. Et puis, j'étais allée voir un spectacle de Chloé, à Sainte-Marie, tu vois, puis il y avait Bruno et sa femme, Luce, puis là, Luce me regarde, mais il dit, Bibi, tu m'as toujours promis de m'amener chez les tiens. Puis il dit j'ai dit, tu vas le faire quand? Mais j'ai dit, je pars demain. J'ai dit à Mingan, j'ai dit, ça tente-tu de venir? Elle a dit oui. Fait qu'on est parti en autobus de Montréal. Tu sais, puis dans l'autobus, il y avait Laure Morali. Et puis, elle était venue nous parler pour nous dire, vous allez où? Elle m'a dit, tu t'en vas où? Mais j'ai dit à Mingan. Elle dit, moi aussi. Elle me dit, chez qui? Ben, j'ai dit, chez Rita Mstokoto. Elle dit, moi aussi. Mais c'est comme ça qu'on a commencé à être amis et à mieux se connaître. Et puis, un jour, elle a fait un rêve. Puis, son rêve lui disait de jumeler des poètes et des écrivains québécois avec des gens des Premières Nations. Alors, tu sais, elle m'a demandé si Ça, je voulais bien. 2008, hein? En 2007, j'imagine. 2007-2008, ouais. ouais. Donc, j'ai accepté parce que je l'aimais beaucoup d'abord. Hein? Puis, c'est comme ça que tout a commencé. Puis, elle m'a jumelé à José Aclin. Et puis, tu vois, Amy Toto, mais elle connaissait Rodney Saint-Éloi, qui était, qui est à mémoire d'encrier. Et puis, elle en a parlé à Rodney. Puis Rodney, tu sais, comme c'est le plus joli fou que je connais, il a accepté. Il a cru au rêve de Laure Morali. Alors, ça a donné un livre qui s'appelle « Amy Toto, parlons-nous ». Et c'est un livre qui a donné beaucoup de petits aussi, parce que Rita Mstokocho a fait... Rita, elle était déjà poète. Oui, mais elle a écrit après avec Jean Désy. Elle a fait aussi une collaboration avec Jean Désy après ça. À partir d'Amy Toto, Rita aussi a continué l'aventure, mais avec Jean Désy. Et moi, j'ai continué toujours avec José. Et puis, ça a donné, nous sommes tous des sauvages. Puis, tu as fait d'autres collaborations aussi. Tu as collaboré au collectif Bonjour Voisine. T'avoues. Oui, c'est vrai. Ouais, oui, où tu parles d'Haïti, en fait. Écoute, Haïti nous a vraiment... Haïti, il nous a vraiment reçus, là, comme ça se peut pas. Il faut expliquer qu'ils sont allés, tout un groupe d'écrivains avec Rodney Saint-Éloi. Ben oui, c'était encore une idée de Rodney. Tu vois, c'était pour les 10 ans de mémoire d'encrier. Fait que il a eu cette idée extraordinaire d'amener une délégation québécoise rencontrer son peuple. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une autre collaboration que tu as faite avec Chloé Sainte-Marie? Chloé, parce que tu as composé pour elle. Chloé, moi, j'ai d'abord connu Gilles Carle en 69 quand il faisait un film qui s'appelait Red. Et puis, dans Red, c'était Daniel Pilon. Il jouait le rôle d'un métis. Et puis, un métis montagnier qu'on disait dans le temps.
Donc, sa mère, c'était une montagnaise. Donc, je l'ai coaché pour qu'il parle à sa mère en montagnier. Et j'ai coaché sa mère aussi. Et puis tu vois, c'est comme ça que j'ai d'abord connu Gilles. Puis des années plus tard, ben... Gilles, qui est à moitié algonquin, en fait. Il est métis algonquin. Anishinaabe. Et puis, j'ai toujours continué à voir Gilles toutes ces années-là, jusqu'à temps qu'arrive Chloé dans leur histoire, oui. Dans leur histoire. Moi, j'ai connu Chloé sur le plateau de Maria Chapdelaine. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et puis, et comme je continuais à aller voir Gilles Carle, ben, je la voyais de plus en plus souvent. Et puis, quand elle a commencé à chanter, ben, je lui ai offert 2 chansons qui étaient Tidnakawi, qui était une chanson de Réal Volant, et puis Astamouiti, qui était une chanson de Chantal Bellefleur. Alors, puis quand je les lui ai offert, je me rappelle, elle m'avait dit « Je suis pas prête ». Puis elle m'a appelé un jour quand elle a fait son album « Je pleure, tu pleures » pour me dire « Ben là, Bibite, je suis prête alors ». Je suis allée la voir, puis je l'ai coachée, parce que pour elle, l'Inuaimon, elle n'en avait jamais entendu parler. Donc, je l'ai coachée longtemps, puis c'est une fille, une travaillante, et patiente. Puis quand elle a su bien prononcer, ben là, elle a enregistré les 2 chansons dans son premier album qui s'appelle « Je pleure, tu pleures ». Et puis, on a continué l'aventure. Je lui ai écrit. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez la chanson là, qui s'appelle « M'chapen Tassinan », tu sais, qui est une liste de toponymes. Oui, oui. Bon, mais ça, c'est Gilles que je me suis inspirée de Gilles Carle. Parce que, tu vois, quand il avait fait quand il tournait son film Red, ils étaient partis à Mistassini rencontrer comme les Cris. Mais il n'avait pas assez d'argent pour m'amener avec lui pour coacher Daniel. Alors, Gilles lui a dit, il dit, prononce toutes les villes que tu penses qui sont en langue indienne. Il dit, Bibite nous arrangera ça à Montréal. Puis un jour, tu sais, puis Gilles, je me rappelle encore, je le vois comme s'il était là. Puis là, je le regardais, il caressait ses crayons, tu sais, il commençait à être malade. Puis j'étais sûre, tu sais, qu'il devait penser qu'un jour, il ne pourrait plus les utiliser pour faire ce qu'il aime. Et puis, je suis retournée dans ma mémoire, tu sais, pour me souvenir de la façon que je l'avais connu. Et puis, toutes ces années que j'avais continué à le voir, tu sais, à aller le visiter. Et puis, je me suis souvenue de ce qu'il avait dit à Daniel Pilon, tu sais, de prononcer toutes les villes ou tous les noms qu'il pensait qui étaient en langue indienne. Alors, j'ai commencé à écrire plein de toponymes qui couvrent les 3 Amériques pour écrire M'chapen Tassinan et le donner à Chloé. Il faut rappeler que Gilles Carle a souffert de Parkinson assez longtemps. Elle l'a soigné pendant 17 ans. Et à la fin, il ne pouvait plus ni écrire ni dessiner. Et c'est assez juste ce que tu dis. Il caressait ses crayons parce qu'il souffrait surtout, non pas de tourner, mais de pouvoir dessiner. Ça, c'est le poème que tu avais écrit en l'honneur. Est-ce que tu voudrais nous le lire? OK. Onahnataymo Jegmastawanchin. Onahnataymo Hipo Katapatmach. Onahnataymo Nutan Kapampanishu. Onahnataymo Ihkoto Katsahogyak. Witamo Nantam Jehajin. Witamo Nantam Jehajita. Jilko Hawiwin.
Tumuhuma tape hukot nte tayan. Titi wapet nin kamato bukatanot. Kawapet man tapuamunt. Tante namat nentsagan. Til nabu. Tin kaagwigwin. Tan namat nentsagan. Tin chaman yun kawapet man. Tape ten ntay. Nyam kay hapetwat matsho. Nepain, tatsenten, mentote te bratat, mahanum yamchin. Tapakat, uchegat tawat, tawakunoinamukat, tejiheka nakahin. Dessine-moi l'arbre que tu es. Dessine-moi la rivière que tu as racontée. Dessine-moi le vent qui t'a fait voyager. Dessine-moi le feu qui brûle en nous. Dis-moi que je suis ton au-delà. Dis-moi que tu es mon au-delà. Toi, l'animal blessé. Tes ancêtres t'ont conduit à moi pour me raconter les images de tes rêves. Reste un peu dans ma mémoire. Toi, l'homme, l'animal blessé. Reste un peu dans ma mémoire. Tes murmures sonnent la sagesse d'une vie vécue. Ton regard devine la paix. Ton cœur bat au rythme des battements d'ailes de l'aigle. Dans ton sommeil habité par les esprits de ton peuple métis, silencieux. La nuit étoilée t'emporte dans un monde qui te garde vivant. Comme tu nous l'as bien montré, ta poésie est sous le signe de la collaboration, mais elle est aussi sous le signe de la continuité. C'est souvent quelque chose dont tu parles, et dans ton dernier recueil, et là c'est moi qui vais te citer parce que c'est bref, tu dis « Je rencontre un petit bonheur, ma vieillesse s'installe, j'ai des mots à transmettre, des récits d'aînés. » C'est toi maintenant qui es rendu du côté des aînés. Comment est-ce que qu'est-ce que ça te fait? Quelle impression ça te donne? Qu'est-ce que tu veux nous transmettre? Ben non, je sais. Mais on vieillit tous. Mais là, je suis rendue assez vieille. Pas trop quand même. Ben quand même, je suis vieille. Hein? Sauf que ce que je trouve important, c'est que quand ce que j'écris, je me dis que, tu sais, les jeunes Inuits qui vont, tu sais, des jeunes qui viendront là ou qui sont déjà là, quand ils liront ces poèmes, ils vont retrouver leurs traces, ils vont retrouver le son des pas de leurs grands-parents, tu sais, de leurs parents. Ils vont pouvoir, surtout s'ils continuent, s'ils le lisent en Innu, par exemple, dans leur langue, là, c'est sûr qu'ils vont être comme moi. Ils vont se retrouver dans leurs racines, sur les mêmes sentiers de portage que leurs grands-parents, leurs grands-mères faisaient. Ils vont être là, ils vont retrouver un peu de ce qu'ils étaient avant quand ils vont se souvenir qu'un jour qu'ils ont été nomades. Donc, c'est important pour moi, c'est important d'écrire en Inuaimun, parce que dans l'Inuaimun, ben là, ils vont retrouver toutes les images qu'ils ont besoin pour retrouver leurs rêves, pour retrouver leur culture et retrouver leur langue. C'est ça. Tu disais dans Bâton à message, tu parlais de Mathieu Andry, le grand chasseur. Et là, je te cite, tu dis « Un jour dans la toundra, Mathieu Andry,
un grand chasseur, a écarté les bras pour se souvenir de tous les sentiers qu'il avait parcourus, du nom des rivières, des lacs, des montagnes, des endroits de rassemblement au bout de ses doigts. Il pointait les 4 directions et tout à coup se mettait à danser, puis éclatait de rire. J'entends encore son rire. Ouais. Est-ce que ta poésie, pour toi, c'est ta façon de danser? Ah, ça, écoute, j'ai jamais pensé comme ça. Mais moi, c'est la poésie. Comment te dire? Pour moi, l'écrire, là, écrire leur vie ou écrire leur récit de cette façon-là, c'est continuer, c'est continuer mon nomadisme. Ça te ramène au point de départ. Ça me ramène à être un Innu. Et, ça me ramène à être un humain. Oui, qui a besoin d'un autre mythe ou qui a besoin de la terre pour exister. La terre n'a pas besoin de moi pour exister parce que moi, j'ai besoin d'elle pour exister. Il y en a beaucoup qui ont dit de toi, je suis la première à être d'accord avec ça, qu'il y a quelque chose de solaire. Vous serez tous d'accord avec moi, il y a quelque chose de lumineux chez Joséphine qui nous inspire une certaine humilité quand on l'interviewe à côté. Et je me suis dit, parce que c'est aussi quelque chose, tu collabores avec Natacha Canapé-Fontaine, qui, elle, est plus sur le mode de la révolte. Tu as dit que toi, tu avais une révolte, mais qu'elle était silencieuse. Comment, tranquille. Comment est-ce que tu parviens à essayer de joindre un peu ce côté solaire que tu as, ce côté assez sage, et puis cette révolte qui bouille quand même à l'intérieur de toi? Mais je la comprends quand même, Natacha. Moi, j'ai connu notre mythe quand même. J'ai connu la terre des ancêtres quand j'étais jeune, tu vois. Parce que avant le pensionnat, avant que les pensionnats soient construits, on était encore des chasseurs-cueilleurs. Donc, on vivait encore avec les rivières, les lacs, avec les animaux. Puis la terre, elle était telle que les anciens l'avaient connue, nos grands-parents l'avaient connue. Elle était encore intacte. Aujourd'hui, tu sais, quand on regarde tout ce qu'on fait endurer à la terre, tu sais, on fait des trous, tu sais, il y a on inonde, tu sais, on dévie les rivières, tout ça. En plus, il y a les pipelines. Tu sais, Natacha, elle a connu ce temps-là, le temps où la terre de ses grands-parents, de ses parents de ses ancêtres a été gaspillée, détruite. Je comprends sa colère. Moi, je pense qu'on la comprend aussi. La question, c'est plutôt comment toi, tu arrives à rester avec cette espèce de calme à l'extérieur, malgré ce qui boue à l'intérieur. Peut-être parce que je suis pas très bonne pour peut-être c'est pas mon truc, moi, c'est ma façon à moi. Moi, ma façon à moi d'être un peu fâchée ou peut-être dans ma colère tranquille, ben, c'est d'écrire la terre des ancêtres, la terre des anciens, que les gens se souviennent. C'est une petite révolte, peut-être pas très fâchée, mais c'est quand même... Je pense que la puissance des mots compense pour peut-être le côté dramatique qu'on peut retrouver chez Natacha, mais qu'il y a aussi des mots très puissants. J'aurais peut-être une question à te poser, toi qui as tes livres ici devant toi. Quel est ton poème préféré? Ou est-ce que tu veux lire de ton dernier recueil? Écoute, j'ai pas de poème préféré. Ces poèmes-là prennent naissance comme ça, n'importe où, n'importe quand, parce que parce que la mémoire est là.
certain que tu es porteuse de mémoire. C'est la continuité qui s'installe dans ton écriture, comme chez toi. À ce moment-là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous présenter de ton dernier recueil? Cordas, je ne sais pas trop. Là, nous l'expliquer ou le lire, mais il y en a présenter, parce que Ouyesh, est-ce que ça veut dire quelque part, littéralement, ou c'est une adaptation? Parce que je suis toujours quelque part, finalement. C'est ça. Je suis peut-être dans ma tête. Tu sais, pour écrire, il faut toujours être quelque part dans sa tête. Tu sais, quelque part dans un récit, quelque part dans un souvenir. En tout cas, tu sais, comme ce soir, tu sais, des endroits que tu nommes pas, mais qui t'inspirent, qui sont inspirants et qui t'amènent des mots. Moi, souvent, les mots me viennent. Des fois, je me lève le matin, puis là, je me réveille en Inouïmoun. Tu sais, c'est sûr. L'autre jour, j'étais avec une copine, un Inou, tu sais, qui est une de mes grandes amies. Puis là, je lui disais, j'ai dit, ça se peut-tu? J'ai dit, quoi, petit? Tu sais, j'ai dit, il va disparaître dans le temps. Si on lui, tu sais, j'ai dit, il va disparaître parce que c'est une action qu'on ne fait plus. Tu sais, puis quoi, plutôt, c'est quand t'es nomade, c'est quand tu vas chercher l'eau à la rivière ou au lac, tu crois, moi, tu vas puiser l'eau. J'ai dit, ça va mourir. Fait que là, je retrouve tous ces mots, tu sais, tous ces mots de l'intérieur des terres, puis que je les mette de côté, puis je dis que j'écrive de la poésie pour ne pas qu'ils meurent. C'est très juste. En Innu-Imoun, apparemment, il n'y a pas d'adjectif, il n'y a que des verbes. C'est-à-dire, il n'y a pas l'adjectif « être nomade », c'est pas un adjectif, c'est un verbe. C'est un Donc, verbe. ça renvoie le concept tout de suite dans l'action et non pas dans l'état. Je ne sais pas si vous sentez la différence. C'est parce que, par exemple, on a ce qu'on appelle... on a des verbes animés intransitifs. Des verbes inanimés, intransitifs, comme il pleut, il neige, tu vois, ça va bien. Il y a des verbes transitifs, inanimés. Ça, c'est des verbes, tu vois, c'est des verbes qui ont besoin d'un complément, mais il faut que le complément soit inanimé. Après ça, tu as le transitif animé, mais là, il faut que le complément soit animé. Il y a la seule place où, tu sais, tous les sujets sont toujours animés, sauf dans les verbes inanimés, intransitifs, parce que c'est des verbes qu'on dit en français impersonnels. Donc, c'est ça. Donc, puis c'est pas tout. J'aimerais ça vous expliquer, mais ça prendrait trop de temps. Tu vois, en Innu, le verbe, c'est ce qu'il y a de plus important pour le parler, mais pas dans le mode indépendant, comme par exemple, je suis ici. Tu sais, on n'a pas le verbe être, on n'a pas le verbe avoir comme vous. Donc, mettons, je dirais, je marche. Donc, je marche, ça va. Mais si je veux faire une phrase complète, mais j'ai besoin d'un autre verbe qui ne sera pas « je marche », mais qui va faire que je vais compléter ma phrase. On appelle ça la forme le conjonctif du verbe. Et puis, pour obtenir le conjonctif d'un verbe, il faut que tu le fasses à la négation. Donc, la négation, il n'est pas collé au verbe, c'est un particule toute seule. Mais ça t'oblige à mettre le verbe au conjonctif. Donc, pour parler d'Innu, c'est bien d'apprendre les verbes à l'indépendant, mais le plus important, il faut connaître son conjonctif. Si tu connais le conjonctif du verbe, de tous tes verbes, tu vas pouvoir le parler. Ça prend un certain temps. Ah oui, ouais. José Mayotte qui le parle vraiment, vraiment bien.
ça lui a pris, je pense, ça lui a pris au moins 4 ans. Et puis en immersion aussi. Puis la première fois que je l'ai entendu parler d'Innu Aimun, elle parlait avec l'accent des Inuits de Wahat et de Maliu. J'ai tellement ri, je pouvais pas arrêter de rire parce que c'était la première fois que j'entendais quelqu'un qui n'était pas un Innu parler bien l'Innu Aimun et qui ne parlait pas comme un missionnaire. Je pense qu'il aurait aimé se faire dire qu'il parlait comme un missionnaire. Quels sont, Joséphine Pourquoi, quels sont tes projets futurs? Tu as ces mots que tu veux mettre par écrit, tu t'es réveillée avec ce songe. Qu'est-ce qui nous attend en poésie? Qu'est-ce qui va arriver? Mon Dieu, de l'espoir. Il faut garder espoir. Parce que moi, je dis, tu sais, si tu as de l'espoir, ça tue le désespoir. Hein? Oui, tu as des bonnes chances que ça fonctionne comme ça. Je vais vous demander de remercier très chaudement Joséphine Bacon pour cette entrevue. Et il ne faut pas vous imaginer qu'elle va se sauver comme ça tout de suite. Je la retiens encore un peu en avant. S'il y en a qui ont des questions à lui poser. Oui, madame? Il faut parler assez fort que tout le monde vous comprenne. Okay. Je vais essayer, parce que je n'ai pas une voix très forte. Admettons que je vais apprendre l'Innu. Est-ce que c'est mieux que j'aille en immersion ou si je peux commencer avant? Il y a des cours qui se donnent ici à Montréal. Là. Il y a Yvette Mullen qui en donne à l'Université de Montréal et elle en donne aussi à Montréal Autochtone. OK, mais Montréal Autochtone, je pense qu'il y a priorité aux Autochtones, donc des fois, les cours sont pleins, je peux pas... Mais moi, je les ai donnés, mais tu sais, les Autochtones que j'avais, c'était Shawit. Ah oui? Oui, car il était au much. Ouais. Puis lui, tu vois, lui, Shawit, il a grandi jusqu'à 12 ans avec son père qui était un Québécois. Et puis, il a décidé de retourner vivre avec sa mère à Maliotenam. Et puis, il a réappris sa langue en chantant. Parce qu'il apprenait toutes des chansons de ceux... puis il a pu réapprendre comme ça. Puis il chante en Innu, puis il se débrouille très, très bien. Il parle bien. OK. Ouais. OK, ben, je vais regarder... Faut pas se décourager. Non, ça, je vais regarder le prochain. OK. Écrivez-vous là, je sais pas. Ouais. Selon vous, qu'est-ce que les Québécois ou les Canadiens français ont appris des Autochtones? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Mon Dieu, c'est toute une question. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Je n'en sais... Et vous, avez-vous appris quelque chose de nous? Je pense que oui, parce qu'ils disent qu'il y a quand même des mélanges. Il y a eu des mélanges. Du métissage, oui. Oui, avez-vous vu le film L'Empreinte? Non. Non? Ben là... Mais je veux dire, le fait de rire, par exemple, trouvez-vous que... Parce que vous dites que, mettons, des fois, c'était pas facile. Moi, quelqu'un m'a dit une fois que les Québécois, on aime rire parce qu'on l'a pas eu facile. Ben, c'est ça. C'est peut-être quelque chose qu'on a en commun. Tu sais, le rire, c'est oui, c'est déjà beaucoup, je trouve, de partager notre rire. Oui, il y a comme de la bonté là-dedans. Là. Ben oui. Ben, je sais que nous autres, on aime beaucoup se moquer de soi et se moquer, tu sais, gentiment de l'autre aussi. Parce que si tu sais te moquer de toi puis te moquer un peu de l'autre, c'est sûr, ça va. Il y a toujours un rire qui viendra. C'est l'humilité. Ça. Ouais. C'était une bonne question. Oui. J'ai souvent l'impression que dans les médias médiatiques, les premiers réflexes que les gens qui ont, j'ai pas eu cette impression-là aujourd'hui justement parce que vous parliez de rire, que dans votre poésie, je trouvais qu'il y avait une certaine forme de résilience, là, surtout par rapport à la transition entre la ville et le Nitassinan.
Mais je me demandais, étant donné que dans l'histoire médiatique, souvent, j'ai l'impression qu'il y a un discours pathologisant. Souvent, on fait référence aux cultures autochtones comme étant... Souvent, la première chose dont on parle, c'est les pensionnats, par exemple. Ce qui est important, selon moi, d'en parler par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire. Mais connaissez-vous ou suggéreriez-vous à des gens d'autres sources médiatiques qui mettraient plus de l'avant des aspects culturels puis positifs, moins historiquement négatifs de la culture autochtone? Ah mon Dieu, ce serait bien s'il parlait d'autre chose que... Ah ouais, ce serait vraiment bien, tu sais, s'il parlait, par exemple, tu sais, notre côté rieur, notre côté moqueur, et puis le côté conteur aussi. Aussi. Tu sais, parce que, tu sais, l'oralité, je trouve que c'est quelque chose qui est très, très important. Bien sûr, on a appris à lire et à écrire, puis je suis très contente de l'avoir appris aussi à lire et à écrire parce que l'écriture nous donne la possibilité que notre histoire puisse exister. Mais il y a l'oralité que je trouve. Mais les Québécois aussi, autrefois, là, ils étaient pas mal. On se ressemblait beaucoup dans le temps, tu sais, avant qu'il y ait toutes ces universités, ces cégeps et puis l'école. On se ressemblait. Je me souviens de Mohamed et il me racontait, tu sais, quand les premiers Acadiens qui sont arrivés sur le bord en Atasquan, là, ils étaient restés trop longtemps. Fait que il a été trop tard pour eux autres de retourner aux îles de la Madeleine. Alors, ils ont demandé aux Indiens de Notarquan s'ils pourraient rester là pendant qu'eux autres, ils montaient dans l'intérieur des terres et puis chassaient. Puis ils étaient comme des frères. Tu sais, il n'y avait pas de différence. Et puis, la plupart de ces Kakanajots, là, ils parlaient l'Inoïmo, mais à la troisième personne. Oui, je peux faire une dernière parenthèse? Oui, oui. J'avais fait la marche avec une partie de la marche avec les femmes Inuits en 2012. Puis ce qu'on me racontait, c'est qu'à ce moment-là, justement, tu parlais des îles de la Madeleine puis des gens qui venaient des Acadiens. Mais on m'avait dit que, justement, culturellement, les Québécois, les Québécoises, les personnes qui vivaient sur une Tasman, les Inuits, ça s'entendait bien, mais c'est au moment où il y a eu un problème de surpopulation que là, quand on arrive à des moments où les décisions qui doivent être prises sont cruciales, ben, il y a eu un problème de surpopulation, fait qu'ils ont demandé aux Inuits de se déplacer vers... Non, ce que les vieux me racontaient, moi, c'est que ce qui arrivait, là, c'est qu'eux autres, ils retournaient dans le Notmut, dans l'intérieur des terres. Mais c'est juste quand ils redescendaient au mois de juin, c'est qu'il y en avait de plus en plus. Il y en avait de plus en plus. Et puis, c'est comme ça, Mais c'est comme ça que Maliotenam s'est créé, le village de Marie. Ah ben, Maliotenam, c'était des militaires, c'était un camp de militaires avant. Tu sais, comme à la Moisie, là. Puis Wahos, c'est là. Wahat, il y a la vieille réserve. Il y a la vieille réserve parce que c'est là qu'il y avait les marchands de fourrure, tu sais, qui achetaient des pelleteries, puis c'est là qu'ils s'approvisionnaient, tu sais, pour quand ils retournaient à l'intérieur des terres. Mais sauf que, comme on circulait le reste du Québec pendant 9 mois de temps, mais quand ils revenaient à la mi-juin, mais il y en avait de plus en plus. Puis c'est comme ça a été la même chose pour Québec aussi. Okay. Donc, c'est comme ça. Fait que... Je voudrais peut-être juste revenir sur le premier aspect de la question, sur cette image victimisante. Je pense, pathologique, je pense que de plus en plus, que ce soit à Radio-Canada ou dans Le Devoir ou dans la presse, il y a quand même des reportages qui sont faits qui sont beaucoup plus précis,
qui sont beaucoup plus réalistes et c'est directement les Natacha Canapé-Fontaine, Naomi Fontaine, c'est l'écriture même policière et nous. La réalité est quand même décrite. Je ne dis pas que la télévision est sans faute, là, puis le réseau, la presse écrite non plus, mais je pense qu'il y a un effort notoire qui a été fait. Là, tu pourras me contester, Joséphine, si tu n'es pas d'accord, pour améliorer quand même cette image ou la rendre un peu plus juste. Puis je pense que Présence autochtone a entre autres beaucoup contribué à ça. Oui. Oui, d'accord? OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui émanent? Oui. Oui, moi, quelque chose qui me touche dans votre poésie, je pense que c'est la description ou l'amour qui est témoigné à l'horizon. Ah. Je me demandais si vous pouviez nous parler un peu de votre relation à l'horizon. Mon Dieu, c'est que quand tu vois... Tu sais, quand ta vision, elle est infinie comme l'horizon, tu peux te permettre tous les rêves. Tu sais, il n'y a pas de fin. C'est quelque chose qui ne finira jamais, l'horizon. Et puis, je souhaite la même chose. Je souhaite la même chose à ma langue, à ma nation. Qu'il n'y ait pas de fin. C'est comme un poème, ça. J'espère que vous l'avez tous noté. Est-ce qu'il y aura encore d'autres... C'est une magnifique question. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je vais peut-être... Ah, pardon? Est-ce qu'il y a des animaux qui vous inspirent plus que les autres? Qui m'inspire plus ça. Est-ce qu'il y a des animaux qui vous inspirent plus que les autres? Le caribou. Le caribou? Papagassi, quoi. Ouais. Oui, une Frank dernière. Molson, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un couple de faucons maintenant. Ah oui? Depuis quand? J'ai été là il y a peut-être 3 semaines. Ah Je me ouais. dirigeais vers le métro. Iberville? Et j'ai vu un mâle courtiser une femelle. Donc, Ah. à quelque part, il va peut-être avoir des petits Ah, faucons. qui c'est? Je ne sais pas où il nie. J'ai juste vu le courtiser, les Ah, la femelle. les amours. Juste une petite parenthèse comme ça. Écoute, moi, je suis très absente de ce temps-ci. Ouais. Mais juste, si jamais vous allez peut-être les voir la prochaine fois. Qui sait? Ah, C'est vraiment magnifique à voir. vous restez dans le coin, vous Oui, aussi? sur près du parc. En Ok. face, en fait. Wow. Voilà, c'est tout. Oui? Près que dire que j'avais vu ça. Oui, allez-y. On entend les deux solitudes, mais il pourrait dire les trois solitudes. Solitude, est-ce qu'il y a dialogue ou juste solitude maintenant, d'après toi? Mais Solitude. moi, j'adore la solitude. Je pense que la question était posée dans le sens, est-ce qu'on doit Ouais, considérer... je sais, mais c'est pas... OK. Hélène, ferme-la. J'ai compris. C'est une bonne réponse. Ben, à ce moment-là, s'il n'y a plus d'autres interventions, on va remercier une dernière fois, bien chaleureusement, la générosité de Joséphine Bacon ce soir. Et c'est un peu une anecdote entre nous, mais moi, comme je viens de l'Acadie, je lui ai apporté ce soir un cadeau. Ouais. Un bar rayé des Mi'kmaq de Big Cove. Je suis arrivée avec mon sac de froment et de sève, mais c'était un grand poisson qu'il y avait dedans. C'est ça. Alors, merci. J'espère que vous serez tous bien présents l'année prochaine pour la prochaine série de rencontres d'écrivains du Kilk. Merci.